au niveau de l'outil en tant que tel, il y avait l'idée de pouvoir profiter de sessions d'apprentissage qui sont plus courtes, par exemple de 3/4 d'heure, et puis d'avoir une session d'évaluation où l'élève peut, je dirais, évaluer la matière qu'il vient d'apprendre 3/4 d'heure avant, et ça s'applique à beaucoup de matières différentes, que ce soit des cours d'histoire, de langue ou de mathématiques, et puis avoir un renforcement avec un professeur qui peut se consacrer à des petits groupes qui ont des niveaux différents pour, je dirais, renforcer les matières les matières qui sont nécessaires de renforcer. Il y avait aussi l'idée d'aller plus loin en se disant qu'il fallait décloisonner les cours et pouvoir en fait travailler, utiliser le numérique en se disant qu'on allait travailler autour d'une thématique et mêler les différentes matières, mathématiques, histoire, autour d'une thématique. Donc évidemment, c'était plus ambitieux, mais ça permettait probablement de motiver plus en se disant, tiens, je vais prendre une thématique qui est la construction d'un aéroport, d'un drone, eh bien, il va y avoir plein de notions différentes qui vont intervenir dans ce projet, avec des mises en situation qui peuvent être intéressantes. Je termine avec les peurs et les craintes qui ont été abordées. Donc, évidemment, du côté des professeurs, il y a la question du changement. Il y avait pour certains aussi éventuellement la peur d'être remplacés, mais on en a parlé. L'idée est bien de construire le projet avec eux. Après, la question qui s'est posée aussi, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas avancé dans ces matières-là? On a évoqué un frein institutionnel assez certain. Alors, on évoquait syndicat, peu importe, mais la question, c'est qu'il y avait un frein institutionnel qui a été un peu bousculé par l'épisode Covid qui a forcé ce passage vers le numérique. Et là, on s'est dit qu'aujourd'hui, s'il fallait démarrer ce projet-là, il fallait que la transition soit quelque chose de préparé, avec un changement qui se fasse progressivement. Et on a évoqué un démarrage avec les profs qui sont preneurs du projet, en se disant que même si 1% des 100 000 professeurs étaient partants, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de compétences. Et on a juste été interrompu par la question du partenariat avec le privé, parce que le secteur privé peut se plaindre du manque de compétences à la sortie de l'école. Et donc, justement, le secteur privé pouvait être un chouette catalyseur de cette numérisation. Et alors, le dernier élément à dire, c'est qu'on a évoqué le principe que certaines formations ne nécessitaient pas les outils numériques. On a évoqué évidemment différentes professions, mais alors on a l'un ou l'autre on réagit en disant, on a pris l'exemple du menuisier, du mécanicien automobile, de plein d'autres professions. Toutes ces professions-là sont hyper numérisées, et donc aujourd'hui un électromécanicien fait de la programmation, il ne fait pas d'autre chose. Et on a parlé de plein d'autres professions où effectivement, en se disant, tiens, aujourd'hui, faire le pari de se dire, ce type de formation n'a pas besoin du numérique, est quand même relativement dangereux au vu de ce qui se passe et se passera ultérieurement. Donc, il faut inclure toutes les formations dans cette numérisation. Voilà, c'était le petit compte rendu, j'espère avoir été complet. Merci beaucoup François. Tout à fait. Donc, de toute façon, on enregistre de manière à n'en perdre aucune miette. Voilà, j'invite le prochain rapporteur à nous faire part des échanges. D'abord, on a à la fin, mais je vais le dire au début, comme ça distingue. On a distingué les besoins plus en primaire et en secondaire, en disant qu'en primaire, trop de digital n'était pas une bonne idée, mais par contre, qu'ils puissent avoir accès au digital à certains moments, ça avait du sens. Si quelqu'un veut me couper dans notre groupe, n'hésitez pas, il n'y a pas de... Voilà, et sinon, moi j'ai parlé pas mal du modèle qu'on a mis en place et où il y avait un certain consensus, c'est d'équiper les jeunes en secondaire d'un ordinateur qui puisse tous avoir accès à l'outil informatique comme un outil au même titre qu'une latte, un bic ou un atlas, mais que ce soit vraiment un outil qui soit au service du prof et que le prof reste souverain dans l'utilisation de l'outil ou pas. Donc c'est lui dans ses séquences de cours qui juge si l'outil digital a du sens ou pas et développe une séquence digitale ou pas
en fonction de ses besoins, en fonction de la matière du moment, en fonction de ses capacités, aussi au niveau du digital. Que si on veut que ce digital arrive dans les écoles, il faut que les enseignants puissent être formés à ça. Et alors, ce n'est pas des formations de 2-3 jours qui vont faire que les enseignants seront capables de le faire parce que c'est beaucoup plus lourd que ça. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des accompagnements où le prof est, entre guillemets, un peu pris par la main en fonction de ses besoins. Donc, je suis prof de maths, j'aime bien le digital, ou bien je suis prof de sciences, j'aime pas du tout le digital. Et ben voilà, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux amener une séquence ou pas. Si je décide de ne pas le faire, ben, tant pis, c'est pas grave, c'est tant mieux. Et ceux qui ont envie peuvent le faire, mais ça reste sa souveraineté. Cet accompagnement, il doit être fait dans la durée, de manière à ce que les profs se sentent vraiment à l'aise et se disent « Ok, c'est un projet qui est possible pour moi et je peux me lancer » et pas uniquement dire « Vous venez 2 jours à tel endroit et vous sortirez, vous saurez utiliser le digital ». Et donc, voilà, il y avait un mot aussi sur le fait qu'il était important que les jeunes sortent de l'école avec des compétences, entre autres bureautiques, donc savoir utiliser tous les softs de ce type-là. Mais on se disait que c'était en fait par l'utilisation, pas en leur donnant un cours de Word ou d'Excel, mais par l'utilisation dans le cours de maths, dans le cours de français, dans le cours d'histoire, de ces outils-là, qu'ils utiliseront tant bien qu'un mal au début, et puis chaque fois un petit peu mieux au fur et à mesure de leur année d'école, qu'ils arriveront à utiliser ces outils et à les maîtriser et à les apprendre par eux-mêmes. Donc voilà, donc le digital doit être au service de la pédagogie, doit être au service du prof, au service de l'élève, mais il est urgent qu'il soit là et qu'il soit vraiment là dans les écoles et pas comme ça s'est fait pendant pas mal d'années. Voilà. Merci Philippe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Laurent, tu veux rebondir dessus? Ok, je veux bien. De notre côté, on avait, je trouve, un retour très proche de ce que François a pu déjà dire sur pas mal de points. En particulier, le premier, pour nous, on était dans le groupe assez favorable au numérique, mais en disant en évidence que le plus important, c'était l'humain. Mais qu'en fait, on avait l'impression qu'un peu de numérique, ça permettait peut-être d'avoir plus d'humain à côté et que c'était finalement ça l'intérêt, quoi. Mais ça voulait aussi dire, par exemple, pour nous, il était important que les apprentissages en numérique, même s'ils sont plus autonomes, ils doivent quand même se faire à l'école parce que, ok, c'est un apprentissage autonome, mais l'autonomie, elle doit toujours être encadrée, elle doit être soutenue par un enseignant. Être autonome, ça ne veut pas dire être tout seul et encore moins être abandonné. Et un des intérêts, c'était peut-être le changement de posture justement de l'enseignant que ça allait devoir signifier, où il serait plutôt dans une position de coach qui accompagne les apprentissages plutôt que dans la position d'autorité de celui qui sait. Et donc ça paraissait être peut-être aussi porteur d'une dynamique plus intéressante dans le cadre scolaire. Mais un des principaux défis sur lesquels on s'est attardé, c'est la question de la formation des enseignants, en mettant en évidence qu'ils ne doivent pas simplement être formés à la maîtrise des outils, mais surtout disposer d'une pédagogie adaptée. Excusez-moi. Or, il suffit pas de former à utiliser le truc, à utiliser un traitement de texte, à utiliser un outil spécifique. Il faut surtout avoir en tête qu'une numérisation de l'enseignement, ça demande une réflexion pédagogique sur la manière d'utiliser ces outils au service des apprentissages. Or, c'est un très grand défi parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser à cela dans la formation initiale, il faut également reformer les enseignants qui sont en place, donc il y a un défi important de formation continuée. Et il faut notamment trouver les formateurs qui vont pouvoir faire cela. Donc, il paraît qu'en France, il y a peut-être des gens qui sont en avance et qui peuvent être formés, mais on se demandait aussi si ça n'imposait pas, en tout cas dans un premier temps, de changer un peu de tactique et de se dire que plutôt que d'essayer de former tous les enseignants à construire des parcours pédagogiques spécifiques, il faudrait peut-être plutôt s'inspirer de la logique des logiciels
et avoir des parcours numériques qui soient cohérents sur l'ensemble, sur une période relativement longue pour un certain nombre de compétences que les enseignants auraient à leur disposition sans qu'ils doivent nécessairement tout repenser. Alors, ce ne serait pas obligatoire, ils pourraient toujours l'adapter comme ils le souhaitent, et ce ne serait que pour la partie numérique des apprentissages. À côté, justement, ils pourraient se consacrer et davantage personnaliser ce qu'ils font avec le groupe classe à côté, parce que c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent, c'est l'idée que finalement l'intérêt vraiment du numérique, c'est ce qui permet de faire aussi dans les moments où on n'est pas en train de travailler avec un ordinateur. Donc c'était dans les arguments, l'idée qu'il y avait un groupe classe plus petit qui permettait alors à l'enseignant d'être davantage dans la relation plus personnelle et donc plus humaine avec les enseignants. Cette idée de créer des parcours numériques, ce serait peut-être au niveau des réseaux qu'il faudrait les penser, où il y a des conseillers pédagogiques, et donc centrer la formation d'abord au niveau de ces conseillers pédagogiques, mais c'était aussi se dire que ça permettrait d'éviter que chaque enseignant doive réinventer la roue et peut-être lui faire gagner du temps et lui permettre justement de consacrer ce temps au suivi plus direct de ses élèves. Le troisième défi, c'est la question de l'équipement, qui a déjà été pointé. Ça va représenter certainement un coût important. Alors, il y a un certain nombre de coûts qui pourraient être quelque part faire des économies d'échelle avec le monde des entreprises, mais on a l'impression que l'école n'est pas une priorité économique, et s'il s'agit de faire une tranchée pour qu'un fibre optique arrive dans un bâtiment économique, on trouvera les moyens de le faire, mais que ce sera plus difficile de le faire dans une école, parce que l'école, ce sera vu comme une dépense plutôt qu'un investissement si on a une vision qu'à court terme. Alors, l'alternative à la question des fibres pour assurer la connexion des écoles, ce serait éventuellement le recours à la 5G, mais là, il y a un débat dans le débat. Est-ce que la 5G est quelque chose qui est nocif ou non? Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? On peut peut-être dire que le débat sera clôturé de lui-même. Si de toute façon la 5G s'impose sur le territoire, alors ce problème de la connexion ne disparaîtrait pas. Mais pour certains, en tout cas, il ne faudrait pas que la numérisation de l'école conduise ou pousse à une 5G si on n'est pas sûr que la 5G soit quelque chose de safe. Une autre question qui était liée à cette question de l'équipement, c'est tout ce qui est le contrôle des données, la dépendance par rapport à Microsoft, par rapport à Google. Parce qu'on a le sentiment que d'une manière ou d'une autre, des partenariats publics-privés seront indispensables pour assurer un équipement de qualité, que de toute façon, il sera impossible pour un pouvoir public de créer un concurrent à Microsoft ou à Google qui serait aussi innovant, aussi stable, aussi performant. Et donc, il faudra passer par là. Mais peut-être que pour les logiciels, ça pourrait être un moyen, on peut passer par des logiciels libres, et ça peut même être un moyen d'habituer les élèves à utiliser autre chose que les produits de Microsoft et de Google. Mais d'une manière ou d'une autre, on risque quand même d'avoir une forte dépendance par rapport à quelques acteurs privés, d'où l'idée de créer une instance qui serait indépendante et qui éviterait les conflits, qui aurait comme mission de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre peut-être le directeur d'école qui choisirait justement un fournisseur parce qu'il y aurait eu un intérêt sous une forme ou d'une autre pour le convaincre de le faire. Donc il faut qu'il y ait un regard extérieur sur ce qui se passe, notamment pour s'assurer de l'usage qui est fait des données, pour éviter que le choix d'un outil restreigne peut-être les choix pédagogiques des enseignants. Une autre idée, c'était de pousser du coup à des centrales d'achat, que ce soit au niveau des réseaux, ou même des réseaux qui pourraient coopérer entre eux. En tout cas, qu'il ne fallait pas laisser une école seule face à un partenaire privé pour pas pas tomber dans une situation où l'asymétrie de pouvoir de négociation, de compétences, de connaissances serait trop défavorable à l'école. Voilà, je ne sais pas si d'autres du groupe veulent rajouter quelque chose. Je compléterai simplement quand tu disais l'instance garde-fou par rapport à la déontologie et les conflits d'intérêts. On voudrait, dans le groupe, il a vraiment été énoncé qu'on voudrait qu'elle soit représentante d'un maximum de personnes qui touchent à l'enseignement, mais également des informaticiens, mais l'UNIA, la délégation des représentants des droits de l'enfant, des représentants des réseaux, des enseignants, des fédérations de parents d'élèves, des instances d'enseignement à des enfants qui ont des besoins spécifiques, et enfin, pour ne pas limiter non plus les pédagogies, il faudra aussi tenir compte. Donc voilà, ça c'était
il y avait vraiment cet aspect-là interdisciplinaire dans cette instance garde-fou. Je vais terminer avec ça. Alors, si un autre rapporteur pouvait se... Oui, Merci. je peux. Alors, donc dans notre groupe, on a aussi quand même commencé par se mettre d'accord sur le fait, on était relativement d'accord sur le fait que le numérique, c'est quelque chose qui arrive, qui va arriver, auquel on ne doit pas s'opposer, et qu'il est en fait plutôt important de voir ça comme une opportunité et pas comme un frein ou un danger. Donc, il est important qu'on puisse saisir ça comme étant une opportunité, mais, et là, on a quand même, pendant toutes nos discussions, posé certains garde-fous, certaines conditions. Il est important de ne pas faire ça n'importe comment. Donc, d'abord, il y avait l'idée de l'utilisation globalement du numérique en autonomie pour les élèves. Il ne faut pas que ça crée du décrochage scolaire. Et donc, pour ça, on avait mis, nous, comme condition, le fait que l'utilisation en autonomie du numérique ne pouvait servir que pour les exercices et pas pour de nouveaux apprentissages. Donc ça, c'est une condition qui était importante pour nous, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser des élèves seuls face à l'ordinateur pour apprendre une nouvelle matière. Ça doit vraiment servir seulement à des exercices et à du drill. Ensuite, il faut faire attention au fait que si on crée, que ce soit du travail en autonomie à l'école ou à la maison, ou même simplement le fait d'utiliser les ordinateurs, il ne faut pas que ça ouvre la porte à plus de travail pour les élèves. C'est-à-dire que si ça peut potentiellement dégager du temps pour les élèves, il faut se dire que les professeurs ne devront pas utiliser ce numérique en se disant que voilà, c'est sur l'ordinateur, les élèves pourront le faire, et donc ajouter trop de travail. Il faut qu'on continue de considérer que l'école ne doit pas non plus s'inviter totalement à la maison parce qu'elle se ferait au travers d'un nouvel outil informatique. Donc il faut toujours faire attention à ça, à ce que l'élève ait toujours du temps pour lui, pour ses hobbies, pour le sport, pour sa famille. Ensuite, pour ce qui était du travail en autonomie, on s'est posé la question de se demander est-ce qu'on doit seulement attendre une obligation de moyens ou de résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit aux élèves travaille pendant 1 heure sur tes exercices ou est-ce qu'on dit à l'élève il faut que tu réussisses ces 10 exercices? Et pour nous, on est arrivé à la réponse de se dire qu'il fallait qu'on attende quand même un certain résultat des élèves, qu'on ne pouvait pas simplement lui dire de travailler puis voir ce qu'il en était. Et donc, il faudra fixer un cadre de travail pour les élèves qui ira de manière progressive en fonction de l'âge et de l'évolution des élèves. Pour revenir à cette question de l'âge, nous, donc, on est arrivé à la conclusion que peut-être qu'il faudrait faire attention au numérique, que ce soit du point de vue santé ou du point de vue autonomie, à pas mettre trop vite les élèves face au numérique et seuls face au numérique. Donc, il faudra peut-être attendre la première secondaire pour les mettre devant l'ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, soit pour une question de santé et même pour la question de l'autonomie, y aller graduellement. Voilà, je pense avoir relativement résumé ce qu'on a fait. Je tiens à remercier déjà notre commission qui a bien travaillé. C'était dans une très très bonne ambiance et tout le monde a pu discuter, donc c'était très chouette. Merci. Merci à toi, Ismaël. Voilà, je pense que je vois Damien qui dit c'est super intéressant. On voit comment ça complète les conclusions des autres groupes. Mais oui, justement, je vais passer la parole à Dounia qui va pouvoir nous faire une jolie petite conclusion. Oui, enfin, je vais essayer du moins. Mais donc déjà, merci à tous pour toutes ces réflexions. On voit quand même que par rapport à ce qui a été énoncé dans l'introduction, il y a toute une série de choses qui ont déjà été approfondies. Enfin voilà, des sous-questions qu'on a pu un peu creuser et qui nous permet finalement de voir un petit peu plus concrètement quelle forme ça pourrait prendre et surtout quelles solutions on pourrait apporter aux différentes difficultés qu'on a soulignées. Moi, la première chose que j'entends avec ce que les rapporteurs viennent de dire, c'est une chose sur laquelle on est apparemment tous d'accord, c'est l'importance de l'humain. Bien se rendre compte que, voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction, le numérique ne remplace pas l'humain, il l'assiste. Les professeurs ne seront pas remplacés. L'idée, c'est de construire des solutions avec eux et pour eux, comme François l'a rappelé tantôt. La deuxième chose qu'on pourrait peut-être mettre en avant, c'est voilà, les différents défis auxquels ça nous confronte. Il y a la question de la formation, comme l'a rappelé Laurent, mais ça a été dit aussi dans les autres groupes. Et cette formation, elle doit être prise en compte à 2 niveaux, la formation à l'usage des technologies d'une part et à la pédagogie numérique. Les deux sont importantes, sans oublier non plus que ça ne doit pas empiéter sur
les formations qu'ils ont déjà et sur leur spécialisation. Il y a la question, autre défi aussi important, c'est la question des équipements. Mais d'après ce qu'on a compris, c'est une discussion qu'on a eue notamment dans notre sous-groupe, mais qui est déjà revenue ailleurs, c'est la question, voilà, ces investissements pourraient être compensés par d'autres économies qu'on pourrait faire ailleurs, notamment sur la question des photocopies, des manuels scolaires, etc. Il y a aussi le défi des freins institutionnels, mais en même temps, ce qu'on entend aussi, c'est que de toute façon, cette révolution numérique, elle est un petit peu inévitable, elle nous vient, et la crise du Covid a accentué ce constat-là. En fait, elle est là et on n'a pas d'autre choix que de la préparer finalement. Et donc, j'en reviens à cette conclusion qu'on a tous visiblement, c'est de se dire que cette transition, elle doit être préparée et le changement doit être progressif. Donc voilà, je pense que là, ça fait un petit peu le tour de tout ce qui a été dit. Et alors, peut-être avant de clôturer cette soirée, sachez donc, voilà, comme on l'a dit en début de séance, le débat continue sur la plateforme et tout ce que vous avez dit, enfin tout ce qui a été dit lors de cette soirée sera remis d'ailleurs sur cette plateforme. Donc voilà, vous pouvez aussi contacter Ifra Boudemain pour obtenir l'agenda des prochaines réunions, des prochains débats. Et alors, je pense qu'on pourrait peut-être terminer avec, avec vos impressions par rapport à cette soirée. D'abord, par rapport au thème qu'on a abordé, est-ce que vous pensez, vous, qu'une école numérique est possible à court et moyen terme? Est-ce que vous imaginez que vos enfants, vos petits-enfants pourraient bénéficier de cette école numérique déjà aujourd'hui? Donc, vous pouvez réagir dans le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous vous sentez d'humeur à le dire à voix haute. Et alors, dernière option pour ceux qui ne veulent pas ni échanger via le chat, ni en prenant la parole, vous pourrez aussi envoyer toutes vos réflexions à l'adresse bassindevie@ilfrabeaudemain.team qu'on mettra dans le chat pour qu'elle soit visible pour tout le monde. Donc voilà, vous avez la parole. Je ne sais pas qui veut intervenir en premier. Alors, vous pouvez intervenir sur le thème, mais également, dans un souci d'évaluation, nous dire, tiens, ce que vous avez pensé du format, que peut-on améliorer, ce que vous avez aimé. L'un et ou l'autre. Retour de votre part, il serait vraiment le bienvenu. Puisqu'on, comme j'ai envie de dire, on devait avoir une assemblée citoyenne. On a construit cet atelier citoyen en ligne qui ne remplace pas une assemblée citoyenne, on est bien d'accord, mais on voulait quand même proposer un contenu de qualité et donc vous aideriez les futurs à apprécier en fait un événement comme vous. Voilà. Donc, vous pouvez réagir, vous pouvez prendre la parole ici ou bien vous pouvez réagir dans le chat et n'hésitez pas à aller voter sur la plateforme. Bonjour, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Vas-y François. Bonjour, je suis arrivé un peu en retard. Je pensais que c'était demain, donc voilà. Mais je suis arrivé en cours de route. Mais moi, il y a juste un truc qui m'a fait un peu mis mal à l'aise, c'est parler l'apport du secteur privé dans l'enseignement. C'est un sujet, je pense, qui dépasse le simple cadre du débat de ce soir. C'est vrai que c'est un sujet intéressant, mais moi, je suis tout à fait pour que l'enseignement reste dans le secteur public et que le privé n'a rien à faire là-dedans. Pas touche à ça de manière ou d'une autre. Et alors, effectivement, il y a la question, mais ça encore de manière plus large, du développement d'outils, de logiciels libres, etc. Mais ça, c'est aussi au niveau européen et c'est vrai qu'il faut peut-être dépasser les mastodontes que sont Google, Microsoft, etc. Mais ça fait partie aussi peut-être, pourquoi pas, avoir une bonne école de numérique en Belgique, éduquer des bons informaticiens. Je pense à l'exemple de la Bulgarie ou de la Roumanie qui ont les meilleures écoles d'Europe. C'est deux pays qui partent de loin. Et donc voilà, je pense qu'on devrait penser à ça aussi. C'est pouvoir nous être indépendants dans notre création de logiciels et c'est aussi potentiellement quelque chose d'intéressant pour le futur. Et merci beaucoup.
Merci François pour cette réaction. Si je peux intervenir, je pense que dans le professionnel, le privé est déjà bien impliqué. Ne fût-ce que dans toutes les formations de mécaniciens, ce sont les marques de voitures qui enseignent aux élèves. Étant donné qu'une école ne sait pas acheter des moteurs différents, des véhicules différents, mais ce sont les importateurs qui prêtent le matériel et donc il y a implication du privé dans l'école. C'est d'ailleurs une des exceptions qui sont encore remises dans la dernière circulaire à propos de la publicité à l'école. C'est encore bien stipulé, ça. Et les manuels scolaires, hein, les éditeurs, ce sont aussi des acteurs privés, donc tout dépend à quoi ressemble le privé, comment il est contrôlé, mais c'est sûr que ça ne doit pas peser sur les choix pédagogiques. Hein. L'idée sous-jacente de la discussion qu'on a eue sur ce sujet était la mise à disposition de moyens externes, parce qu'on se rend compte qu'on essaie de transformer un mastodonte, et donc d'une manière ou d'une autre, il y a une limitation des ressources disponibles. Et il y a comme on dit en anglais, a vested interest, il y a un intérêt tout à fait coexistentiel à ce que la formation soit bonne, quelque part, pour le réceptacle de la formation, qui est le monde économique qui suit. Et donc, c'était pas nécessairement se construire des zones d'influence, mais c'est être certain qu'il y ait un alignement sur les compétences qui sont développées. Et aujourd'hui, les lieux de dialogue n'existent pas nécessairement. Là où moi je travaille, je ne suis pas convaincu que l'enseignement est aligné par rapport à des besoins non seulement de la société aujourd'hui, mais de la société dans 10 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que les compétences qu'on crée aujourd'hui, c'est pour faire des citoyens qui sont contributifs, pas en 2020, mais qui seront contributifs en 2030, en 2035, en 2040. Et donc, ça demande d'avoir un dialogue très fort, à mon sens, entre différentes composantes de la société pour déterminer les compétences que l'on veut construire. Et donc, ces lieux de dialogue devraient, à mon sens, exister de manière beaucoup plus formelle, peut-être. Et alors, on a une question aussi, une question d'Arnaud. Ouais, sinon, je peux le. Oui, oui, c'est peut-être plus simple. Oui, ce sera plus facile oralement, c'est juste comme ça, je gardais aussi un fil de mon idée. Effectivement, les firmes, les employeurs, etc., ont intérêt à avoir un pied dans l'école, mais c'est pour aussi faire quoi? Est-ce que c'est pour créer des humains indépendants pour demain qui vont être libres, indépendants, avec des perspectives, ou juste avoir des gens qui sont bons à être employés? Parce que c'est ça aussi l'enjeu, hein, de trop laisser l'entreprise mettre son grain de sel dans l'enseignement. C'est aussi pour qu'ils puissent aider à formater, entre guillemets, l'élève à leurs besoins et pas en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce chantage, en fait, des entreprises qui peut dire « Oui, mais moi, j'ai besoin de ça. » Oui, mais est-ce que la société a besoin de cette entreprise plutôt que l'inverse? C'est pour ça aussi que le Conseil devait servir justement à imposer des garde-fous pour que... Je vais vous donner un exemple d'une situation que j'ai vécue. J'ai travaillé en 1996 sur un projet aux États-Unis qui avait lieu dans un comté d'Alameda au sud de San Francisco, qui était abandonné par la Navy. Donc, la Navy était un très gros employeur dans le coin. Et donc, ce comté risquait un effondrement économique. Et un des paris qui a été fait a été de se différencier par l'éducation. Et le processus dans lequel on s'est lancé a été un processus de réflexion avec l'ensemble des forces vives de la société, donc principalement la baie d'Auckland, avec des groupes de réflexion comme on en a là, aujourd'hui, mais il y en a eu, en fait, 2700 personnes ont été impliquées dans des groupes de réflexion pour arriver à une conclusion, qui était de dire, mais le petit Californien de l'année, et notre échantillon à l'époque, notre horizon, était 2020, comme par hasard. On s'est rendu compte, quand on s'est mis un peu dans une logique de prospective, et les entreprises y ont participé, les institutions académiques y ont participé, et des gens, des parents d'enfants et autres, on s'est rendu compte que le système d'éducation américain était terriblement orienté vers le Sud. Donc, il était terriblement orienté sur ses relations, par exemple, avec le Mexique, avec l'Amérique du Sud. Et qu'à l'échéance de 2010,
quelque part, on serait face à un rebalancement complet vers les relations entre les États-Unis et le Pacifique. Subitement, tous les cours de langue ont dû être réajustés. Je vous donne ça comme exemple, de dire cette réflexion n'est pas nécessairement pour travailler dans le sens d'avoir un bon petit soldat bien formaté à la machin chose and co. Non, c'est simplement de se dire, mais quelles sont les compétences fondamentales qu'on doit construire? Et dans ces compétences fondamentales... Effectivement, ça fait partie, c'est juste qu'il faut faire attention parce qu'à partir du moment où l'entreprise est payeur, voilà, il y a un danger. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'il y a danger que c'est mauvais, hein, attention. C'est juste qu'il faut être triplement attentif à ça. Il faut pas diaboliser l'entreprise. C'est un continuum. Voilà, oui, et puis entreprise. On est dans le même bain. Alors, Philippe et puis François. Oui. Donc, voilà, donc il ne faut pas diaboliser l'entreprise. Je crois qu'il faut arrêter de faire une distinction complète en disant l'enseignement c'est une chose et puis le monde du travail c'est une autre. Non, tout ça, comme quelqu'un a dit, c'est un continuum. On démarre dans l'enseignement et puis il y en a qui vont aller vers l'enseignement parce qu'ils vont devenir profs, il y en a qui vont rentrer dans l'armée, il y en a qui vont devenir médecins, il y en a qui vont aller vers les entreprises. Mais il n'y a rien qui est mauvais là-dedans. La seule chose, c'est que tout doit se parler et tout doit fonctionner ensemble. Et donc dire non, il ne faut pas que l'entreprise rentre dans l'enseignement, c'est comme si l'entreprise disait il ne faut pas que les gens qui sortent de l'enseignement rentrent dans mon entreprise. Ça n'a pas de sens. Tout doit fonctionner ensemble. Maintenant, il ne faut pas qu'une entreprise vienne décider exactement qui doit faire quoi, comment et où dans l'enseignement, mais on n'en est pas du tout là. Voilà. Je viens un peu du monde de l'entreprise, pour être tout à fait honnête. Mais je viens aussi du monde de l'enseignement. Mais de manière générale, donc, ce que j'entendais des exemples aux États-Unis, c'est pas spécialement la question des acteurs privés, c'est plutôt la politique, une stratégie politique et sur le long terme, mais ça de manière générale, dans tout ce que la politique peut proposer aux citoyens, il faut qu'il y ait une stratégie et il faut qu'il y ait une vision à long terme. Surtout dans le monde dans lequel on vit, on ne peut plus penser court terme. Et l'enseignement fait partie de cette vision qu'on doit avoir une stratégie à long terme sur des décennies, effectivement. Le monde est en train de changer, de basculer vers un autre modèle. Moi, c'était plutôt la question du conflit d'intérêts sur les acteurs privés dans l'enseignement. C'est plutôt ça ma grande crainte. Pourquoi est-ce qu'il y a des monopoles? Pourquoi est-ce que tel acteur finance telle université? Je pense à Solvay, par exemple. C'est des questions que je me pose. Et tant qu'il n'y a pas une transparence totale des conseils d'administration, des financements, etc., moi, je ne ferai pas confiance. Moi, je suis ouvert à tout, mais il faut qu'il y ait une transparence totale et une compréhension des usagers à ces situations et à ces mécanismes de financement et d'intégration du privé dans le public. Voilà. Maëlle a levé la main. Vous pouvez aussi donc lever la main, soit dans le chat, soit ici. Et n'oubliez pas, donc là maintenant c'est la troisième mi-temps, donc reste ceux qui le souhaitent. Vous êtes tout à fait libres de partir aussi. Et dans ce cas-là, on vous remercie d'avoir passé ces heures avec nous. En tout cas, c'était passionnant. Mais si vous voulez rester, oui, après Ismaël, ce sera du cas. Mais donc, je pense justement que là, il y a un peu une double question. C'est d'abord la question de à quel point est-ce qu'on veut que l'école puisse apporter aux entreprises privées et au monde du travail, en fait, des gens qui sont formés pour travailler. Et je pense que c'est important quand même qu'il y ait ce dialogue entre le monde du travail et l'école, parce que c'est ce qu'on reproche bien souvent à l'école, d'être tout à fait hors sol et de former ses élèves à des choses qui sont maintenant inutiles et qui sont plus en fait dans l'air du temps. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important d'un côté. De l'autre, c'est certain que l'entreprise ne doit pas être le payeur et doit pas. C'est comme les entreprises du tabac ne doivent pas payer des scientifiques qui font des études sur le tabac. Mais ce que je veux dire, c'est que il est important qu'on arrive quand même à avoir que l'école réponde aux demandes et puisse sortir des élèves qui soient capables de travailler et de s'insérer sur le monde du travail. Et pour ce qui est de la question sur les conflits d'intérêts, je pense que là, on gagnerait en fait à généraliser l'équipement numérique des écoles, parce que là, actuellement, c'est un peu les écoles qui se fournissent, qui travaillent un peu comme elles le peuvent en choisissant les plateformes et tout ça. Si maintenant, c'était un réseau où la fédération, globalement, qui devait se fournir, on pourrait plus travailler avec des systèmes de marché public qui seraient beaucoup plus transparents, qui seraient plus efficaces et qui permettraient d'apporter ces réponses qu'on n'a pas actuellement. Et donc, je pense que ça, c'est des débats qui sont super utiles et importants, mais auxquels on peut trouver des réponses et qui ne doivent pas nous bloquer dans la volonté d'avancer vers le numérique, quoi. Merci Ismaël. Vas-y, Lucas.
Non, moi, le numérique était aussi très important parce qu'il faut se dire que dans 20-30 ans, des métiers disparaîtront carrément. Il faudra les repenser. Et donc, l'importance du privé est énorme, en fait. Comme ils ont tellement le pied dedans, ils évoluent avec le numérique, ils savent quel métier, entre guillemets, va disparaître. Chauffeur de camion, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Mais pourtant, il y aura toujours des gens qui ont suivi, entre guillemets, qui sont dans cette profession. Et il faut retrouver quelque chose où les placer. Et l'importance de l'enseignement, alors, avec le privé en lien pourrait être important. Merci. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent encore dire un dernier mot, un petit quelque chose par rapport à ce tiroir qu'on a ouvert in extremis. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, mon mari, par exemple, il est professeur à l'IFAP-ME en couverture, donc c'est son métier. Et c'est vrai qu'on lui demande dans le programme de lui donner 50 heures sur les panneaux solaires. Donc, par exemple, il me dit en pratique, ça ne sert strictement à rien 50 heures, c'est plutôt 10 heures. Donc, même là-dessus, déjà maintenant, en dehors du numérique, il y a également une discussion qui n'est pas faite avec ceux qui pensent les programmes. Alors, est-ce qu'en primaire et en secondaire, c'est nécessaire de repenser ce programme-là maintenant, peut-être pas pour les branches générales et techniques de transition, mais effectivement pour qualificatifs, professionnels et les enseignements de promotion sociale, IFAP-ME, etc. C'est vrai que ce serait aussi un débat à revoir à ce niveau-là. Et tu sais, je pense que c'est vrai pour la construction de compétences. Et aujourd'hui, on le sait, nos sociétés souffrent énormément d'un manque de bras, de cerveau, dans toute une série de domaines, et y compris dans des métiers à caractère intellectuel. On sait que les formations sur base scientifique, mathématique, les SENS, comme on les appelle, on a des déficits en matière de construction de compétences. Est-ce qu'il ne serait pas particulièrement intéressant d'avoir des professeurs qui sortent de ces branches scientifiques, impliqués dans les cours, qui viennent travailler sur des exemples pratiques, qui montrent à quoi sert la science, plutôt que d'avoir un professeur qui a le titre de professeur et qui sait juste faire de la théorie pure et dure sur des exercices de physique, les mêmes depuis que quand moi j'étais à l'école, et le même et bis repetita plaquet en chimie. C'est ça aussi la valeur ajoutée quelque part de la participation dans ce continuum, c'est de montrer aux étudiants la valeur du processus d'apprentissage dans lequel ils s'inscrivent. Et de les stimuler, parce que c'est passionnant la chimie, c'est passionnant la physique, c'est passionnant la biologie, en particulier quand quelque part on voit à quoi ça aboutit. Et ce disconnect qui existe entre l'enseignement d'une part et le monde économique de l'autre part ne permet pas aux étudiants d'avoir cette vision. Je pense même en dehors du monde économique, moi j'ai appris à aimer l'histoire en regardant Secret d'Histoire. Et c'est pas par là que j'ai appris l'histoire, mais c'est hyper passionnant. Et pour finir, au niveau économique, ça n'a pas vraiment de valeur. Au niveau de mon métier, au niveau d'un métier, donc mon mari qui est couvreur, lui, il s'en fout de l'histoire, mais c'est vrai que, et c'est comme ça qu'on va éviter aussi le décrochage scolaire. Bien sûr. En dehors de la construction de compétences, être passionné, avoir un professeur passionné qui nous montre en pratico-pratique ou qui nous raconte l'histoire, la géographie comme un roman, c'est vrai que ça, c'est une question aussi qu'il faut mettre en place dans la formation. Merci Anaïs, merci Jean-Luc pour vos dernières interventions. Merci à tous pour toutes ces réflexions qui viendront nourrir le débat. Et sachez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le débat se poursuit sur la plateforme, donc n'hésitez pas à venir poster vos commentaires, à venir voter sur les propositions. On a besoin de ça, et d'ailleurs là, j'ai l'impression qu'on a un peu ouvert plusieurs brèches et qu'il y a peut-être même d'autres débats connexes au débat de l'école et du numérique qui pourraient s'ouvrir. Donc, merci à tous pour le temps que vous avez consacré à cette soirée. Et voilà, on espère tous vous revoir bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous. Bonjour. Bonne soirée.